RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral des GG avec le député de la France Insoumise de la Somme, François Ruffin. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour François Ruffin, vous avez organisé une marche picarde le week-end dernier contre Macron, contre la régression sociale. Ça n'a pas véritablement fonctionné, seulement 180 manifestants. Ça sent mauvais votre grand rassemblement du 23 septembre ? Non mais ça n'a rien à voir, excusez-moi, mais pendant toute la campagne électorale, la mienne, nos législatives, tous les jours on avait deux manifs, une manif à Amiens, une manif à Abbeville, et à chaque fois on avait 100-150 personnes, et il s'agissait d'aller réveiller les gens. Et moi, j'en ai jamais fait un rassemblement national où je souhaitais qu'il y ait des milliers de personnes qui viennent. Je souhaitais simplement être dans la continuation de mon travail de terrain pendant la campagne électorale. On l'avait déjà refait d'ailleurs à Abbeville, et d'avoir tous les mois une marche, mais aussi des rencontres, une réunion et ainsi de suite avec les habitants du coin qui permettent de montrer qu'on occupe le terrain et qui sont des terrains particulièrement difficiles parce que frappés de plein fouet par la crise industrielle de ma région. Donc après, les médias ont monté ça en épingle, ont fait comme si j'appelais un grand rendez-vous national à Saint-Ouen dans la Somme. Je vous assure que si je veux faire des grands rendez-vous nationaux, je les situerai sans doute ailleurs qu'à Saint-Ouen dans la Somme. Et ensuite, ils viennent dire que la bulle qu'ils ont eux-mêmes gonflée, elle n'est pas aussi grosse que ce qu'ils avaient eux-mêmes annoncé. Donc ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que vous êtes confiant pour la mobilisation prévue le samedi 23 septembre contre ces fameuses ordonnances ? Confiant, moi je suis pas prophète. Je sais qu'il y a des raisons pour être présent dans la rue. Je pense qu'il y a une grande colère des gens, elle est là. Pourquoi je vais préparer notre 4 pages là sur le Robin des Bois à l'envers. On a affaire à toute une politique qui, en dehors de la loi travail, mais tape sur les plus fragiles. Je voudrais revenir sur les contrats aidés dans le fil de notre entretien. Donc il y a la suppression des contrats aidés, il y a la baisse des APL, il y a la CSG, il y a des choses qui étaient annoncées et d'autres qui Donc vous sont inventées. le mot d'ordre. Dès le départ, pour moi, il y a la loi travail, c'est l'affaire des syndicats, c'est le 12, et je serai moi aussi dans la rue parce que je suis syndiqué à la CGT personnellement. Je préfère être franc. Vous êtes syndiqué CGT ? Oui, je suis SNJ CGT. D'accord. Je serai dans la rue le 23 sur des motifs qui sont plus généraux. On a affaire, vous savez, c'est Warren Buffett qui, quand il était première fortune mondiale, disait la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Maintenant, il est rare que la guerre des classes se mène de manière aussi ouverte. Macron habille ça de bienveillance, de souplesse et ainsi de suite, mais c'est une véritable guerre des classes qui se mène, avec d'un côté, je l'ai dit, toutes ces mesures contre les plus modestes, mais de l'autre côté, des grands cadeaux faits aux plus riches, des plus riches qui se portent pourtant déjà bien. Les ordonnances de loi travail, c'est pas vraiment pour les grandes entreprises, c'est plutôt pour les PME que ça va changer les choses. Il s'agit de faciliter la négociation au sein de l'entreprise. En quoi ça favorise les plus riches ? Non, mais par exemple, je veux dire que moi, de toute façon, ma critique principale sur la loi travail, elle est simple. C'est que pour moi, la priorité, si on veut libérer le travail en France, c'est pas la libérer du code du travail, c'est la libérer des dividendes. On a eu un triplement de la part des dividendes dans c'est une autre, à la limite, oui, c'est autre mais chose. oui, mais dans les TPE, dans les PME, il n'y a pas de dividendes. Non, mais d'accord, mais juste, je redis juste on a eu des dizaines de réformes déjà de ce code du travail dans 30 ans, d'accord ? Je crois qu'on en a 18 réformes de ce code du travail. C'est pas la Bible, c'est pas la Torah, c'est pas le Coran, le code du travail. Donc on pourrait très bien le réviser. Mais en revanche, si on veut véritablement œuvrer pour l'emploi, la priorité n'est pas là. La priorité, elle est aujourd'hui de se dire, dans des entreprises qui font un profit considérable, comment on fait pour que ça soit réinvesti dans l'outil de travail, pour que ça aille éventuellement aux salariés et que ça n'aille pas aux actionnaires. Donc, par exemple... Ça créera pas d'emploi, ça ? C'est pas dans ces entreprises. Parce que ces entreprises ne créent pas d'emploi, les grosses structures. Oui. C'est chez nous, les petites entreprises, qu'on crée de l'emploi. Donc vous pouvez redistribuer aux salariés de ces boîtes-là, c'est pas ce qui crée de l'emploi. Non, je suis désolé, quand une entreprise comme Sanofi, par exemple, cette année, fait un profit tout à fait considérable et supprime en même temps des postes dans la recherche et le développement, ça a des conséquences sur les salariés, ça a des conséquences sur notre santé à venir, et ça a des conséquences très concrètes sur l'emploi. Et ça, c'est le cas dans plein de boîtes. Oui, mais vous vous battez contre les grandes entreprises, mais aujourd'hui, l'emploi se fait dans les petites entreprises. Non, mais je veux dire, les petites entreprises, de toute façon, vous savez, elles dépendent. Il y a la part de... Les entreprises, ça veut rien dire. Donc, il y a des requins à l'intérieur et il y a des petits poissons. Et ben, je suis tout à fait favorable aux petits poissons face aux requins. Mais voilà, par exemple, on a fait tout un travail, nous, à Fakir, sur ce qui se passe dans le domaine de la sous-traitance, parce qu'on parle des petites entreprises, mais elles sont bien souvent sous-traitantes. Comment les grandes entreprises font du profit ? Elles font du profit aussi en aspirant, par exemple, la trésorerie des TPE-PME. Donc, il y a des problèmes à régler à ce niveau-là. Et ce que je veux simplement dire, que c'est pas en limitant les indemnités au prud'homme pour les salariés qu'on créera de l'emploi dans ce pays. Et moi, je le redis,
pourquoi pas imaginer des choses comme ça, mais d'abord qu'on s'interroge sur comment on limite les stocks options dans ce pays. Comment on limite... Je veux dire, Emmanuel Macron va à Versailles, pas à un moment il ne parle de paradis fiscaux, pas à un moment il ne parle des dividendes, pas à un moment il ne parle d'actionnaires. Édouard Philippe vient devant l'Assemblée nationale, pas à un moment il ne parle de dividendes, pas à un moment il ne parle d'actionnaires, et pas à un moment il ne parle de paradis fiscaux. On parle que de fiscalité, ce qui n'est pas la même chose. Mais non, moi, quand je vous entends dire que vous êtes à l'Assemblée pour, en fin de compte, ouvrir une fenêtre qui a une vision sur la vraie vie des gens, mais on est encore en train de parler de lutte des classes. Quand je vous écoute, il n'y a que ça. Mais on est passé à autre chose quand même. Venez-y dans le monde du travail, dans la petite entreprise, mais vous verrez que tout ça n'existe pas. Moi, je veux dire, tous les matins, je bois le café autour de la même table que tous mes salariés. On est 10 ou 12 autour de la table. Je veux dire, on échange sur des choses. Enfin, il n'y a aucune tension ni ce genre de problème qu'on veut nous faire croire dans le monde du travail. Bon, enfin, moi, je suis désolé. Ça peut exister aussi. Mais je dis pas que ça n'existe pas. Mais on en fait ça se passe bien partout. Mais dans toutes les boîtes de mes potes qui sont autour, qui ont des petites boîtes kilomètres, mais l'ambiance est celle-ci. Ah, évidemment, tu as toujours un cas où ça peut se passer plus difficilement. Mais je veux dire, on a toujours l'impression, quand on parle du travail, que c'est toujours l'opposition catastrophique, c'est une contrainte, c'est une charge. Putain, mais il y a aussi des choses qui se passent bien, quoi. Moi, c'est. François Ruffin. Alors, moi d'abord, je signale que je suis petit patron, puisque j'ai lancé mon propre journal qui compte 5 salariés, donc voilà, je sais ce que c'est. Maintenant, je peux pas. La guerre des classes, la lutte des classes, ça n'est pas une fiction. Quand Auchan, dans ma ville et en France, va supprimer plusieurs centaines de postes, alors qu'à nouveau, cette troisième fortune française se porte extrêmement bien. Bon, ben voilà, là, il y a quand même, oui, les grosses entreprises, elles pompent, elles aspirent de la valeur ajoutée. Je comprends pas votre raisonnement, parce que vous dites Auchan supprime des centaines de postes. Bon, alors je sais à peu près comment fonctionne un magasin. Je vois pas comment on peut supprimer des centaines de postes et faire le même business. Alors, soit effectivement, il y a des gens qui n'ont plus de fonction dans l'entreprise parce qu'on a modernisé, on a investi dans autre chose, j'en sais rien. Mais je veux dire, les choses s'expliquent, c'est pas si binaire que ça. C'est pas... Elle s'explique par l'exigence du patron, en l'occurrence, de faire davantage de profit. C'est le but d'une entreprise. Le travail, il est à faire. Il faut le faire, le travail. Si les gens sont pas là, le travail se fait pas. On fait pas à deux ce qu'on peut faire à 15. Je suis désolé. Par exemple, c'est la tentative de ce que veut faire Auchan, par exemple, dans tout son pôle logistique, en fusionnant des services, et ainsi de suite. Bon, voilà, aujourd'hui, ça va conduire quand même, néanmoins, on peut pas nier les faits. Non, mais ce que veut dire François Ruffin, pardon, mais ce que veut dire François Ruffin, c'est qu'on fusionne, et à côté de ça, la famille Muliez reste une des familles les plus riches de France, de plusieurs milliards. Et qui n'a pas payé ses impôts en France pendant des années. En continuant de se verser les dividendes. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. Non, mais moi, ce que je voudrais pas, c'est qu'on en arrive à... Vous savez, pour moi, on est comme avant la Révolution française, l'Église cachait ses vices. Les cardinaux cachaient leurs vices derrière le gentil petit curé de campagne. Et pour moi, on se retrouve aujourd'hui dans la même situation, c'est-à-dire que les vices des PDG, des actionnaires, des multinationales sont aujourd'hui cachés derrière la vertu d'entrepreneurs. Et je tiens à ce que quand on parle d'entreprise, on ne peut pas parler d'entreprise en généralité. Je redis, il y a les petits poissons et il y a les requins. Et je fais bien le distinguo entre les deux. Et qui n'est pas toujours simple à faire, puisque les petites entreprises ont besoin des grandes entreprises et vice-versa. Oui, mais elles ont besoin, mais elles sont aussi, elles se font taper dessus. Vous savez, par exemple, en matière de trésorerie, il y a des comptes rendus qui sont par les plus hautes instances qui disent que les grosses entreprises vivent au crochet des petites entreprises en aspirant leur trésorerie. Donc là, il y a un problème qui, si on voulait libérer les petites entreprises, serait à résoudre avec une relative urgence. Jacques. Mais concernant les grandes entreprises, il y a une proposition que vous pourriez quand même défendre, que soutient la CFDT, je suis vraiment d'accord avec la CFDT, c'est que vraiment les travailleurs soient présents dans les conseils d'administration. Non mais si, je fais une proposition. Mais non seulement je l'ai défendu, mais c'est un amendement que j'ai présenté à l'Assemblée nationale. Et ça, vous n'êtes pas arrivé à convaincre même des gens d'En Marche pour voter ça? Mais non, vous savez comment ça se passe à l'Assemblée nationale, je peux vous l'expliquer, mais j'ai proposé qu'il y ait, puisqu'on sait qu'en Allemagne, il y a la moitié des membres des conseils d'administration qui sont salariés. Dans les entreprises de 5 salariés en Allemagne. Moi, je souhaite qu'on puisse aller même plus loin et qu'on envisage que des consommateurs soient présents au sein du conseil d'administration, des habitants des villes autour, parce que quand il y a des décisions en matière écologique et ainsi de suite, ça peut avoir des conséquences. Donc voilà, qu'on ait une diversité au sein des conseils d'administration. Je veux dire, quand on propose ça, il n'y a pas d'examen réel de l'amendement. C'est balayé en 15 secondes. Voilà. François Ruffin, il paraît que vous auriez dit ça sert à rien d'attaquer Macron sur les ordonnances du Code du travail, c'est compliqué. Ce qui va marcher, ce sont des trucs à la con, les vaccins, le statut de la première dame, les 26 000 € de maquillage, des trucs comme ça. Oui, alors je l'ai dit, maintenant ce que j'ai dit, ce n'est pas prescriptif. Je n'ai pas dit il faut attaquer Macron sur des trucs à la con. Quand on me demande si ça va marcher le 12 et le 23, je dis j'en sais rien, je suis pas prophète. Mais je dis si ça se trouve, l'étincelle, ça sera pas ça, ça sera peut-être le statut de la première dame de France. Je dis ça
alors que moi, je n'ai pas dit un mot sur cette première dame de France. Je n'ai pas signé la pétition. Ce n'est pas mon combat. Mais néanmoins, on voit que cet été, qu'est-ce qui a le plus fonctionné? Sur quoi Macron a reculé? C'est sur ce statut, la première dame de France. Même si moi, je ne le considère pas comme central. Donc c'est en termes d'analyse, en me disant, voilà, c'est peut-être comme ça que ça va basculer, et non pas en termes prescriptifs. Moi, j'en reste sur les fondamentaux. Mais vous voulez faire tomber Macron, vous voulez faire tomber Macron qui vient d'être élu, c'est ça? En tout cas, je veux, dans il est au l'idéal, pouvoir depuis 3 mois. ça va pas se faire en 3 mois. Vous savez, je pense qu'on a là un round en septembre. Je comprends bien, c'est ça l'objectif, c'est de faire tomber Macron avant la fin de son quinquennat. Par exemple, c'est de lui imposer une cohabitation, qu'il soit obligé de revoir l'Assemblée nationale. De dissoudre l'Assemblée. Et qu'on aille vers une cohabitation. Avec qui? Avec la France Insoumise. Vous êtes 15 à l'Assemblée sur 580 députés. Nous sommes 15 aujourd'hui, il faut regarder les choses. D'abord, moi, je ne suis pas strictement France Insoumise, vous savez que j'ai une question là-dessus, Ruffin. Attends, il termine son raisonnement sur la cohabitation, et après on va parler. Mais il faut regarder les choses en dynamique, il ne faut pas regarder les choses en statique. Aujourd'hui, on en est là aussi en termes d'alliance et ainsi de suite. Il faudra voir ce qu'en dynamique, ça donne demain. Moi, je ne dis pas qu'aujourd'hui, on est majoritaire dans le pays, je ne prétends pas du tout ça. Je dis que vous connaissez que c'est étonnant. On mobilise les Français sur une élection présidentielle, ils choisissent leur président, qu'on soit d'accord ou pas, c'est Macron, et 3 mois après, on est là à dire vivement qu'il arrête, qu'on le fasse tomber, qu'on impose une cohabitation. C'est quand même une drôle conception du jeu démocratique. Laissez-le agir et puis vous ferez le bilan dans 5 ans, et puis s'il a été mauvais, la France Insoumise gagnera. Non, moi ça me va pas de dire on laisse faire pendant 5 ans. Et non, on est là, il y a plusieurs légitimités qui s'affrontent. La démocratie, c'est une légitimité qui est tirée de l'élection présidentielle et qui est tirée d'autres formes. Des élections législatives. Quand les députés de En Marche, ils se rendront sur le marché, sur les marchés, ils se rendront compte de ce qu'on leur renvoie. Et voilà, on est dans une situation mouvante où aujourd'hui, c'est pour ça que je considère que les rassemblements de septembre sont à la fois une bonne chose, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. On peut pas nier que Macron a aujourd'hui une légitimité qui est récente et qui tient des urnes, qui quand même a déjà dégringolé pendant l'été parce qu'il y a une autre légitimité qui peut aussi être tirée des sondages sur les différents projets et ainsi de suite. Donc voilà, la démocratie. Des projets qu'il avait annoncés. Et des projets qu'il n'avait pas annoncés. La baisse des APL, ça n'était pas annoncé. Il paraît que c'est le gouvernement précédent qui l'avait décidé. Oui, mais ça, c'est pas vrai. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a un truc dans un fond de tiroir qu'on vient dire, allez, on vous sort le truc du fond de tiroir, et puis c'est le gouvernement précédent. Non, c'est eux qui choisissent de faire ça, pour faire des économies dérisoires, quoi. Mais de la même manière, je voudrais y revenir ensuite, mais quand même, sur cette mesure scandaleuse qui sont les contrats aidés. François Ruffin, vous restez avec nous. Question de Jacques Maillot dans un instant. Joël Dago-Série, suite du grand oral des GG avec le député François Ruffin. Suite du grand oral des GG avec le député François Ruffin, affilié, apparenté La France Insoumise. Dans un instant, question de Jacques et question de Joël. Mais je regarde, il est 12h21. Il vous reste 40 minutes pour continuer de jouer avec nous. Vous m'envoyez RMC par SMS au 732-16 et vous gagnez un ordinateur portable tactile, modèle dernier cri sur le marché. C'est RMC qui vous l'offre. RMC par SMS 732-16. On vous l'offre en direct. Enfin en direct. Vous passez en direct dans les GG, bien sûr, juste avant la fin du show à 13h. Donc la suite du grand oral léger, question de Jacques et question de Joël à François Ruffin. Oui, lorsque vous avez été candidat aux législatives, vous étiez soutenu par le Parti communiste, par Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous travaillez aussi avec le Parti communiste? Est-ce que vous travaillez vraiment avec, je dirais, l'ensemble des forces populaires pour faire un rassemblement au-delà de la France Insoumise? Est-ce que vous serez présent à la fête de l'Humanité pour participer à des débats? Mélenchon n'y va pas. Moi, j'y serai. Oui. Dans ma circonscription, je travaille avec la manifestation de samedi, c'est faite avec des gens du Parti communiste, mais surtout des gens, vous savez, inorganisés. La plupart des gens sont plus dans des partis aujourd'hui. Bon, et voilà, moi, je serai à la fête de l'UMA. J'ai de très bonnes relations avec les députés communistes. Enfin voilà, je veux dire, et avec la CGT, de très bon rapport. Oui, bah oui. Enfin voilà. Donc pour moi, je me considère comme un point de jonction entre différentes forces, dont j'espère quand même qu'elles vont s'unir parce que c'est un peu le problème de la gauche. De la gauche, c'est sa désunion. Alors vous savez, moi, la gauche n'a jamais réussi. Non mais n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Là, on voit encore une fois de plus Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon par médias interposés s'opposer. Est-ce que c'est pas le frein justement à la mise en place d'une force alternative à Emmanuel Macron? Bon, je sais pas, ça se fera en allant. Le truc d'appareil, c'est vraiment pas mon truc. Je m'excuse, mais là, vous faites pas appel au bon moment. Juste quand vous dites la gauche de la gauche, moi, j'aime pas trop ça parce que je me considère juste de gauche. Et juste si vous lisez
Moi, de gauche, je suis de gauche, c'est tout. Vous savez, la gauche des années 70, quand on écoute Mitterrand dans les années 70, je pense qu'à la limite, je suis même pas aussi à gauche que Mitterrand dans les années 70. Au niveau du langage, François Mitterrand. Du langage, une vocation tardive. Peut-être, mais enfin, oui. Mais 71, je peux vous rassurer. Il avait du mal à chanter l'international, il gardait le poing dans la poche. Que le Parti Socialiste des années 70, ou citiez la CFDT que la CFDT des années 70. Je suis bien moins à gauche que sans doute que cette CFDT-là. Absolument, qui était pour l'autogestion à fond. Voilà, mais donc c'est pour ça que quand on dit la gauche de la gauche, c'est juste parce que le reste, et en particulier le Parti Socialiste, c'est tellement recentré ou droitisé que dès qu'on est dans ce gouvernement, il y a des gens de gauche. Ah oui. Christophe Castaner, le porte-parole, il dit qu'il est de gauche. Marine Schiappa a dit qu'elle est de gauche. Je veux dire, c'est inintéressant pour les Français. Moi, je voudrais vraiment poser la question des contrats aidés, qui me semble les contrats aidés, justement, parce que ça. Question de Joël. Question de Joël, et puis on parle des contrats aidés. Ouais, je veux juste revenir en fait sur le moment où vous avez dit qu'on ne pouvait pas attaquer Macron. Devant le micro. Qu'on ne pouvait pas attaquer Macron sur la loi travail, par exemple. Enfin, que c'était difficile et que peut-être que ce serait un petit truc de rien du tout. Est-ce que ça ne veut pas dire justement qu'une grande partie de la population est pour cette loi travail? Si vous ne pouvez pas l'attaquer dessus, si vous reconnaissez vous-même un échec sur ce point-là. J'ai jamais dit que je ne pouvais pas l'attaquer dessus, puisque c'est quand même ce que j'ai fait avec tous les collègues députés à l'Assemblée nationale. C'est si vous lisez le 4 pages que j'ai fait, c'est aussi ce qu'on fait dedans. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui sont... ça paraît un peu technique. C'est pour l'avenir. Or, il y a des gens qui sont dans la mouise, non pas demain, mais aujourd'hui. Et donc, pour mobiliser, j'espère que ça va prendre. J'espère que ça va être quelque chose qui va prendre. Moi, vous savez, j'avance avec mes doutes, et le problème, c'est que j'ai pas pris la langue de bois, et mes doutes, je les énonce à voix haute. Mais donc voilà, j'avance avec mes doutes. Je souhaite qu'il y ait du monde dans la rue le 12, je souhaite qu'il y ait du monde dans la rue le 23, pour des motifs complémentaires, je dirais. Maintenant, j'en ai pas la garantie, et puis je fais part aussi de mes doutes. Alors, les contrats aidés, faut-il les réduire, ces contrats aidés, qui sont quand même des emplois précaires? Je suis étonné d'ailleurs que vous, qui êtes de gauche, défendiez à tout prix un emploi aidé qui est un emploi comme un CDD, un emploi précaire, un emploi qui débouche pour la plupart sur rien. Je crois qu'il n'y a que 20% des emplois aidés, et encore c'est dans le secteur marchand, qui débouchent sur un emploi, mais il faudrait des emplois aidés. Bon, moi je veux d'abord vous dire les 2 dernières personnes que j'ai rencontrées en emploi aidé. Marie-Hélène, elle a subi un grave accident de la circulation. Elle est reconnue travailleuse handicapée, ça veut dire qu'elle avait le droit à un CAE renouvelable 5 fois sur 5 ans. Elle était embauchée dans une association qui, dans un quartier très très populaire d'Abbeville, fait de l'aide aux devoirs, du prêt de jeu, et ainsi de suite. Et là, son contrat va s'arrêter au 14 septembre, alors qu'elle avait eu l'occasion de passer un BAFA, qu'elle allait vers un BAFD, donc pour devenir directeur dans l'animation, voilà, elle s'épanouissait. Donc elle pouvait trouver un emploi non aidé. Mais je crois pas. Vous savez, je crois pas, et je crois qu'en plus, là, en l'occurrence, ça met en péril la structure, puisqu'il y a 4 emplois aidés sur 5 dans cette association-là. Ça veut dire que dans ce quartier, l'un des lieux qui mène du lien social, qui fait faire de l'aide de devoir, risque de disparaître avec cette mesure-là. L'autre profil, c'est dans une crèche, toujours sur Abbeville. C'est une dame qui a 58 ans, qui a été licenciée après des décennies dans la même entreprise, qui finalement a passé un CAP petite enfance, qui travaille dans une crèche. Est-ce que vous croyez que le marché du travail va être très désireux d'accueillir une personne de 58 ans ou de l'autre côté une personne handicapée? C'est pas vrai. Il y a des parcours de vie qui sont des parcours de vie difficiles, brisés, ainsi de suite. Maintenant, je pense que là où le gouvernement a raison, c'est que ce sont des contrats précaires. Ah oui. Ça n'est pas juste. Mais maintenant... Pourtant, depuis 30 ans, la gauche et la droite ont fait ça. Des années 80, absolument. François Mitterrand a intensifié très fort. J'ai fait campagne contre ça durant les législatives, pour dire que dans le périscolaire, dans les maisons de retraite et ainsi de suite, on ne devait pas s'appuyer sur des contrats précaires. Maintenant, je tiens à dire que, à la fois, un certain nombre de personnes et un certain nombre de secteurs ont besoin d'être aidés. Et il ne doit pas y avoir il n'y a pas de relation d'équivalence entre le fait que ce soit des contrats aidés dans des secteurs qui ont besoin d'être aidés, parce que le périscolaire n'est pas rentable, parce qu'un certain nombre de crèches ne sont pas rentables, parce que des maisons de retraite ne sont pas rentables, et le fait que ces contrats soient nécessairement précaires. Il y a le contrat de Marie-Hélène pourrait être un contrat aidé, c'est-à-dire en effet subventionné, mais non pas pour qu'elle y passe 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pour qu'on puisse la titulariser sur ce qu'elle fait. Et donc là, on a à la fois pour les associations,
mais pour les maisons de retraite, pour les crèches et tout ça, la suppression de ces contrats aidés qui tombent en même temps avec des diminutions tous azimuts des subventions. Et donc on voit bien qu'ils sont mis dans un entonnoir, ils sont pris à la gorge et on va arriver à des situations catastrophiques pour plein de secteurs de la vie publique. Et je dis ça touche les plus fragiles qui sont dans ces secteurs-là, mais ça touche pour une deuxième raison. C'est que ces emplois-là, bien souvent, ils sont dans des cantines, ils sont dans des... C'est dingue que la cantine de nos enfants dépend d'un emploi précaire subventionné. Eh ben, je le regrette. Si c'est important qu'il y ait un cuisinier, c'est un vrai emploi. Et ben voilà. Et ben donc il faut titulariser. Mais là, ça c'est la municipalité, c'est les communes. Mais il faut que les communes, il faut que les associations, il faut que les crèches, il faut que les maisons de retraite aient les sous. Pour le faire. Donc là, c'est la baisse des dotations globales. Quand j'entends la maire de Paris prendre la tête de ceux qui râlent, ça fait rire. Enfin, écoutez, regardez les budgets. Autant il y a des petites villes, effectivement, qui sont en grande difficulté, et ça on peut l'entendre, mais on ne peut pas mettre sur le même... Je ne suis pas à Paris, vous savez, je suis à Amiens, je suis à Abbeville, je suis à Saint-Ouen, je suis à Pic-Secours, je suis à Illy-sur-Somme, je suis dans des communes... Et à Amiens, on n'a pas les moyens de payer un cuisinier dans les écoles ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est une municipalité de droite, donc je vais pas... c'est pas mes copains, la mairie d'Amiens, mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait dans le périscolaire, aujourd'hui, je souhaite que ces emplois de périscolaire soient pas des postes de vacataires, et ainsi de suite. Mais il faut pas raconter d'histoire. De la même manière, on a baissé les dotations au département. Il faut pas raconter d'histoire. Quand on baisse les dotations année après année, on peut pas s'attendre. Et en même temps, on n'a jamais autant embauché dans les territoires. Le nombre de fonctionnaires territoriaux a explosé ces dernières années. Où sont-ils alors ? Je dans les régions en particulier. Mais moi, je vous redis que la population. Alors, et pour revenir aux gens. Parce que ça concerne quand même, c'est un plan social massif qui concerne des centaines de milliers d'emplois dans le pays. Je veux dire, à la limite, je pourrais être pour le projet du gouvernement qui dit on va vous faire des formations qualifiantes et tout ça. Je le redis, il y a plein de gens qui ne trouveront pas du boulot normalement dans le secteur privé. C'est pas vrai. Bon, parce qu'il faut les former. Et même en les formant. Mais Hollande, on avait mis 500 000 en formation, excusez-moi. Où ils sont maintenant ? Qu'est-ce que ça a donné ces formations ? Il y a des gens qui seront pas. On a un marché du travail qui est très dur, qui trouveront pas leur place sur ce marché du travail, parce que ce marché du travail est devenu de plus en plus dur. Mais au-delà de ça, le gouvernement nous dit bon, là, c'est pas bien ce qui se fait, donc on va vous construire un truc super avec des formations qualifiantes. Demain, les gens ils vivent aujourd'hui. On leur retire la béquille aujourd'hui en leur disant demain on va vous construire une prothèse, vous allez voir, elle va être super, vous allez pouvoir courir super vite. Mais ça c'est demain, c'est dans 6 mois, c'est dans 1 an, c'est quand ? Les gens ils vivent aujourd'hui et aujourd'hui on leur retire une béquille. Mais moi je trouve quand même qu'il y a un truc dans l'emploi que vous parliez tout à l'heure de cette dame handicapée. Très bien. Je doute pas un seul instant que cette association soit utile, qu'elle apporte plein de choses aux gens, très bien. Mais moi quand on commence à monter des structures où sur 5 emplois, il y en a 4 qui sont aidés, eh ben je me dis c'est une structure qui est pas viable. Alors effectivement, elle a ses utilités. Je discute pas le fait, mais il y a un moment où on prend les budgets. Où on prend cet argent, sur quel budget on rogne pour pouvoir trouver l'argent nécessaire pour le périscolaire, pour toutes les associations qui ont besoin d'emplois aidés, où on prend l'argent. Alors je vais vous le dire, où on prend l'argent. Puisque j'ai le numéro de... Voilà. J'ai le dernier numéro de Challenge. Avec sa une sur les fortunes de France. Vous pouvez pas dire que je prends un magazine marxiste là, quand même. Le constat saute aux yeux, écrit Challenge. Le patrimoine des ultra-riches en France a considérablement progressé depuis 2 décennies. Il a été multiplié par 7. Les 500 plus grosses fortunes, qui ne comptaient que pour l'équivalent de 6% du PIB en 1996, pèsent aujourd'hui 25%. Il y a eu une multiplication par 4 de la part des 500 plus grosses fortunes dans le PIB français. Voilà où est l'argent. Eh bien oui, je veux prendre cet argent. Mais vous ne leur prendrez pas. Mais d'accord. Mais une fois. Après ils partiront. Oui, bien sûr. Mais on peut partir découragé d'avance et on peut se dire que moralement l'objectif il est là, il est dans le rétablissement d'un. On a aussi besoin de Bernard Arnault. Vous prenez leur défense, mais ils étaient pas. La défense, c'est une réalité économique. Ils n'étaient pas malheureux il y a 20 ans, ces gens-là. Ils n'étaient pas malheureux il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, que fait Emmanuel Macron ? L'Observatoire français des conjonctures économiques le dit. Les 10% des plus riches auront droit à 46% des réductions d'impôts. Mais parce que Macron, là-dessus, il fait un pari, il veut que ces gens-là vraiment investissent dans l'économie. Qu'ils fassent des paris, que les propriétaires vont d'eux-mêmes baisser leurs emplois, que les gens, que leurs loyers, vont d'eux-mêmes, et que ces gens qui depuis 20 ans, quand ils ont du pognon, parce qu'ils en ont déjà considérablement, ils le versent en dividendes aux actionnaires et ils en servent pour devenir plus riches, simplement pour accumuler du capital. Macron fait un pari qui est... Mais c'est la grande différence entre vous et Macron. Vous êtes pour la contrainte, il est pour l'incitation. Non, je suis pour la répartition, je suis pour l'égalité, il est pas vous êtes pour la contrainte, vous êtes par exemple pour le blocage des loyers.
Je m'exprime pas là-dessus. Là, moi, je m'exprime sur. Oui, en effet, on avait aux États-Unis un impôt sur le revenu dont la tranche marginale était à 90%. Oui, du temps de Roosevelt. Dans les années 70. Oui. On n'était pas dans un pays anticapitaliste. On était aux États-Unis dans les années 70. Eh bien, là, je le redis, on ne peut pas accepter qu'il y ait une telle concentration de la richesse entre quelques-uns et que l'effort fiscal fait par Emmanuel Macron soit d'aller pour en donner encore plus aux plus riches. Et quand dans le même temps, on vient supprimer des contrats aidés aux Marie-Hélène ou aux Christine. Non, Macron, c'est le président des riches. Macron, c'est le président des riches. C'est très clair, mais je veux dire, de toute façon, il était déjà le candidat des riches avant d'être président. Les gens qui ont voté Macron, c'est des gens qui sont riches. Pas forcément. Je veux dire, dans une élection, il y a des dynamiques et ainsi de suite. En premier tour, on sait pas autant de riches. Mais on sait se faire, on sait construire des alliances. Enfin, il y a tout ça. Mais c'est quoi? C'est le président de la France qui va bien, Macron? C'est évident. Et vous représentez la France qui va mal. Je pense un peu, oui. C'est évident. Est-ce que les uns n'ont pas besoin des autres? Parce que dans cette opposition un peu stérile, dans cette lutte des classes que vous voulez mettre en place, je vois pas quel est le gagnant en fait. Et le problème, c'est que moi, je veux pas mettre en place une lutte des classes. La lutte des classes, aujourd'hui, elle est là. Je veux dire, quand je vous décris ce que vont donner les réductions d'impôts et qu'on va enrichir les 10% et même ça se concentre encore plus au niveau des 1% les plus riches, surtout. Ces mesures fiscales sont une mesure de lutte des classes. Quand on supprime le contrat aidé de Marie-Hélène et de Christine, c'est pas moi qui l'amène la lutte des classes. Oui, mais si Marie-Hélène et Christine, demain, on leur donne une formation, elles décrochent un vrai job qui n'a pas besoin d'être subventionné de façon artificielle. Mais arrêtez, vous voyez comment coûte cher. Mais c'est tous les Français qui participent à ça. De toute façon, je veux dire, ces associations-là, elles ont leur utilité. Mais oui. Donc, elles sont aidées. Vous savez combien on donne d'argent en France aux associations via les préfectures, via les régions? Vous faites. On a des pays les plus redistributifs au monde. Mais si. C'est encore un fonctionnement qui est possible, mais je vous le redis. Mais oui, mais moi je considère qu'il y a encore un État social en France et je suis là pour préserver ce qui existe et pour étendre ce qui pourrait exister demain. Mais je vous venez, je vous invite. Venez avec moi dans ce quartier populaire. Mais personne ne dit qu'il n'y a pas des gens qui souffrent, il n'y a pas des gens qui n'ont aucune perspective, etc. Venez voir ce qui existe. Venez voir ce qui existe comme structure dans ces quartiers-là. Venez voir si vous estimez qu'ils sont surdotés par rapport au 16e arrondissement. Venez voir ça et venez dire s'il est normal que cette association disparaisse. La solution, c'est de faire baisser le chômage. Oui, mais d'accord. Mais si. Mais là, je vais revenir par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que vous croyez qu'on fait baisser le chômage en supprimant 300 000 postes? Non, mais bon, c'est... Je vais revenir sur la fiscalité, mais ce que vous proposez, ça a déjà été fait. La fin de Fillon et de Sarkozy et le début de Hollande, il y a eu un matraquage fiscal sans précédent. Et finalement, ils ont fait machine arrière. Il y a eu la taxe à 75%. Elle n'a pas été. Oui, elle n'a pas été faite. Donc, alors vous me dites ce que vous proposez a déjà été fait. Moi, ce que je vois, c'est que ce que Macron propose est fait depuis 30 ans. Quel est le raisonnement de Macron? C'est de dire les employeurs n'emploient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de contraintes. Mais ça fait 30 ans que ces contraintes, elles diminuent. Et ça fait 30 ans. Et ça fait 30 ans que, par exemple, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés était de 50% au milieu des années 80. Il est passé à 28%. Macron envisage de le passer à 25%. Il a raison pour être compétitif. Très bien. Il a raison. Regardez en Irlande à combien il est. Mais vous êtes tous d'accord pour aller vers ce Macron a vraiment raison. Bravo, Macron. Très bien. Vous êtes des militants macronistes autour de la table. Je suis en plein d'accord. C'est très bien. Mais moi, je dis que l'impôt sur les sociétés pourrait être un impôt juste. Aujourd'hui, il est un impôt injuste parce que malheureusement, il taxe davantage les petites entreprises qu'il ne taxe les grandes entreprises qui, elles, parviennent, par l'optimisation fiscale, à passer un taux d'imposition de 8 à 12%. Donc voilà, on est sur des thématiques comme celle-là. Et oui, je veux aller vers un rééquilibrage de ça. Et les propositions de Macron, ils vont dans le sens contraire. C'est pour ça qu'on a intitulé notre 4 pages Robin des Bois à l'envers. C'est je prends aux pauvres pour donner aux riches. C'est gratuit, ça sera distribué dans les manifs et ainsi de suite. C'est Fakir de François Ruffin qui passait le grand oral. Est-ce que vous recevez une subvention pour Fakir? Alors moi, le journal est financé à 99% par les ventes, par les abonnements. Maintenant, il y a eu un amendement Charlie Hebdo, on le touche. Il y a un truc, je suis contre, mais le crédit impôt compétitivité emploi, je suis fondamentalement contre. Oui. C'est pas mal le 6 finalement. Non, je suis absolument contre. Et je peux vous dire qu'il ne nous est pas utile. Pour la baisse des charges. Mais je peux vous dire qu'il n'est absolument pas utile. Maintenant, je suis pas plus imbécile qu'un autre comme chef d'entreprise. Si l'aide, elle existe, oui, je vais la prendre. Parce que Mélenchon hier s'est prononcé pour la suppression des aides, sauf pour la presse d'opinion. Bon, très bien, mais je veux dire, moi, je suis pas là pour défendre ma boutique en tant que petit patron de presse. Est-ce que Macron est abonné à Fakir?
J'en doute. Il faut lui envoyer un petit service au président. Vous discutez avec lui quand même de temps en temps? Ah bah non, là, depuis qu'il est président à l'Élysée, je pense que... Non, mais Mélenchon. Ah, mais Mélenchon, bien sûr. Bien sûr, oui. Oui, vous entendez bien avec lui? J'écoutais, c'est pour moi une heureuse surprise, je le dis en toute franchise. Voilà, on ne se connaissait pas, il pouvait y avoir un peu de méfiance et ainsi de suite. Et sur les premières décisions qui ont été prises, je trouve que j'ai eu affaire à quelqu'un à l'écoute sur un certain nombre de trucs où il n'était pas forcément sur cette position-là au départ. Et puis en discutant, on avance. Merci François Ruffin d'être passé par le grand oral des GG. On attaque le GG et vous avec Jacques notamment qui veut reparler avec Joël. C'est tout de suite.